Et pour commencer cette matinée donc de réflexion autour de sources et ressources, eh bien, j'invite Heidi Sevestre, qui est glaciologue, spécialiste des enjeux climatiques. Et elle est originaire d'Annecy aussi. C'est l'autre ville au bord d'un lac, pas très loin, l'autre ville. Donc c'est aussi une locale de l'étape. Et donc on va avoir à peu près 30 minutes avec toi et derrière 15 minutes de questions-réponses. Donc s'il y a des questions, des commentaires qui vous viennent pendant son intervention, bien notez-les et puis Clémentine les relaiera après. Merci Adi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie et honorée d'être avec vous ce matin. Je suis un peu la locale de l'étape. Voilà, je viens du lac d'à côté. Et quand même, on y est bien à Aix-les-Bains. Ça fait très plaisir de profiter de ce bel environnement. Alors moi, je suis glaciologue, comme vous l'avez compris. Et mon objectif aujourd'hui, c'est ensemble de faire un bon bilan de là où on en est au niveau climatique. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous l'avez vu, je pense qu'il n'y a pas une personne ces derniers mois, ces dernières semaines qui s'est rendu compte que les choses sont considérablement en train de s'accélérer. Mais c'est important de temps en temps qu'on fasse un bon bilan ensemble et qu'on voit comment les choses sont en train d'évoluer. Alors, le thème, j'ai bien compris, de ces universités, c'est sources et ressources. Et pour nous, les glaciologues, l'eau, c'est un peu toute notre vie aussi. C'est vrai qu'on a la chance d'étudier des paysages comme celui-là. Vous reconnaîtrez peut-être le beau glacier du Tour que l'on a au-dessus de la vallée de Chamonix. Et pour nous, cette neige, cette glace, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux sur Terre. Je ne sais pas si vous le saviez, mais 70% de nos réserves d'eau douce sur Terre sont coincées dans la neige et la glace. Alors c'est de l'eau qui peut être utilisée en été, quand elle vient des montagnes, ou à la fin du printemps. En grande partie, elle est encore sous cette forme-là. Alors ces paysages qui sont hypnotisants de beauté, comme des glaciers. Je suis un peu biaisée en disant ça, je m'en rends bien compte. Mais ces paysages, on en a énormément besoin aujourd'hui. Pas que pour le tourisme, mais vraiment dans notre vie de tous les jours. Ces glaciers, ils sont vraiment à la base de ce cycle de l'eau qui est en train de s'en prendre plein la tronche à force de brûler des énergies fossiles. Alors au cours de cette conférence, pendant les 25 prochaines minutes, je voulais vraiment vous parler de l'influence du climat sur nos ressources en eau. Et ensuite, j'imagine que vous allez beaucoup évoquer ensemble les pratiques, l'utilisation de l'espace et des sols qui ont aussi, bien sûr, un impact très fort sur cette ressource. Alors on commence assez rapidement par un bilan au niveau du climat. Voilà, plus on brûle de charbon, de gaz, de pétrole, je ne vous apprends rien, mais plus la température elle augmente. La température n'augmente pas du tout de façon homogène sur Terre, mais en moyenne, il est tout à fait vrai que les températures globales sont en train d'augmenter très rapidement. Depuis le début de l'ère industrielle, les températures ont augmenté d'environ 1,1 à 1,2, avec, comme vous le voyez, certaines régions qui se réchauffent beaucoup plus vite qu'ailleurs sur Terre. Il suffit de regarder ce qui se passe en Europe, où, là où j'habite une partie de l'année, tout au nord, dans l'Arctique, on a vraiment des zones qui sont en train de s'en prendre plein la tronche. Et c'est souvent les terres qui se réchauffent encore plus vite et les montagnes qui se réchauffent encore plus vite que ces terres. Donc tout ça, ça va évidemment avoir un impact très fort sur nos ressources en eau. Déjà, on se rend compte d'une chose, c'est que plus il fait chaud, plus nos masses d'air, plus l'air que l'on respire, peut porter de l'humidité. Si vous allez en Amazonie, il fait 35 degrés, 100% d'humidité, pas de problème. Et chez nous, on se rend compte que plus il fait chaud, plus l'air peut être humide et plus on peut avoir des phénomènes extrêmement intenses de précipitation. C'est ce qu'on a vu notamment dans beaucoup de régions, on en parlait encore ce matin, en Auvergne, avec des pluies extrêmement intenses, avec des inondations qui descendent dans les rues de nos communes. Et tout ça, c'est aussi l'expression directe du changement climatique. Et là, j'ai fait un petit kiff sur Twitter l'autre jour, la semaine dernière. Ça, c'est ce qu'on a vu pendant la même journée, sur Twitter, que ce soit en Grèce, en Espagne ou en Libye. Ce sont vraiment des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont tous connectés d'une façon ou d'une autre à l'eau, que ce soit à la température de la mer, que ce soit à la quantité d'eau qu'il y a dans l'atmosphère. Voilà ce qu'il se passe en ce moment au niveau du cycle de l'eau. Tout s'intensifie. On peut se taper sans problème en 1 heure l'équivalent de 1 année de précipitation. Donc imaginez
les touristes dans ces régions-là, imaginez les habitants, tout simplement les résidents, l'impact de ce genre d'événement qui est assez difficile à voir venir et le coût des réparations qui sont associées à des événements météorologiques extrêmes. Une chose est sûre aujourd'hui, si on continue à brûler du charbon, du gaz naturel, du pétrole, en fait, la nature est plutôt généreuse, on aura de plus en plus de ça. Donc chaque dixième, chaque centième de degré qui augmente aujourd'hui nous garantit qu'on aura de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes et qui seront de plus en plus intenses. Et ce que l'on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, risque d'être du pipi de chat par rapport à ce qu'on va se prendre dans les années à venir. Ça risque de devenir la norme de nos étés en Europe. Alors je vais vous parler des glaces, de la neige, vraiment de ces ressources en eau qui ne sont pas forcément de l'eau liquide à la base, mais dont le tourisme, dont nous, dans nos vallées, dans nos montagnes, dépendons énormément. Alors j'ai fait exprès de prendre des images un peu punchy. Voilà ce qu'on a eu l'hiver dernier dans une bonne partie de l'Europe, surtout au début de la saison de ski. Très très peu de neige. Alors certaines stations ont tenu le coup grâce à de la neige de culture ou grâce aux canons à neige. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau climatique et la neige, la situation elle est ultra claire. Ça ne peut pas être plus limpide. Là, il y a une étude scientifique qui est sortie il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est une étude scientifique qui reconstruit en fait la durée de couverture de neige dans les Alpes européennes sur 600 ans. Voilà, gros travail, super travail au niveau des stations de ski, au niveau des montagnes d'Europe. Donc là, vous avez sous les yeux plein de petits spaghettis là, qui vous montrent 600 ans de la durée en jours de la quantité de neige que l'on reçoit dans ces montagnes. Donc bien sûr que ça varie, le climat change sans arrêt. On sait qu'on a eu des périodes sur Terre où la Terre entière était recouverte de glace, on a eu des périodes sur Terre où il n'y avait pratiquement pas de glaciers. Donc c'est pareil au niveau de la neige, on a eu des périodes, quelques décennies où il y avait un peu plus de neige, un peu moins de neige. Mais regardez ce qui se passe sur la droite, c'est très clair qu'aujourd'hui, on est en train de voir vraiment un affaiblissement de la durée du jour de neige dans les montagnes. On a perdu à peu près une trentaine de jours, voilà, sur 150 ans, mais la direction qu'on est en train de prendre ne peut pas être plus limpide aujourd'hui. Alors ce sujet, je l'entends bien, est ultra épineux. Alors voilà, moi qui ai grandi dans un petit village à côté d'Annecy, quand on parle du ski, quand on parle de la neige, je comprends tout à fait que ce soit un sujet très clivant. Moi, je suis la première à aimer partir faire du ski, mais il faut aussi être assez réaliste par rapport à la situation dans laquelle on est. Souvenez-vous du graphe que je viens de vous montrer, on sait qu'on va aller vers des montagnes, surtout de moyenne montagne, des montagnes de basse altitude avec de moins en moins de neige. Et on se retrouve dans des situations vraiment de clivage très fort dans nos montagnes. Ce que vous voyez ici, c'est une image de La Clusaz, qui est une station de ski qui n'est pas très loin d'ici, pas très loin d'Annecy. Et à La Clusaz, il y a déjà plusieurs retenues collinéaires, donc des sortes de petites bassines que l'on utilise notamment pour les canons à neige et pour l'industrie du ski. La Clusaz est devenue la Clusade pendant quelques mois, donc une zone à défendre. Beaucoup d'organisations environnementales ont décidé d'essayer de faire barrage à l'installation d'une retenue collinaire. Pourquoi ? Parce que cette retenue collinaire, elle est installée dans un endroit particulièrement intéressant. On parle du plateau de Beauregard qui est juste sur les hauteurs de la Clusaz. La retenue collinaire risque d'être construite, si elle se fait, à côté d'une zone humide. Et cette retenue collinaire pourrait bloquer l'accès en eau de cette zone humide. Et je me permets d'aller en détail dans ce dossier parce qu'il est vraiment fascinant. Une zone humide, aujourd'hui, c'est de loin de ce qu'on a de plus précieux sur Terre. Une zone humide, c'est quoi ? Déjà, c'est un environnement d'une biodiversité inégalée. Nous reposons directement sur cette biodiversité. C'est aussi une zone tampon pour l'eau. Quand il pleut énormément, la zone humide va jouer un peu comme une éponge et va éviter des inondations trop importantes. Et quand il n'y a pas assez d'eau, la zone humide peut redistribuer cette eau. Mais aussi et surtout, une zone humide, c'est quoi ? C'est un puits de carbone. Et croyez-moi, je pense que chacune et chacun dans cette salle, aujourd'hui, dépendons tous des puits de carbone. Une commune comme La Clusaz, je pense que quand on va lui demander de faire son bilan de carbone de façon très précise et de réduire de 5 à 6% ses émissions de gaz à effet de serre chaque année, la commune sera ravie, je pense, de compter sur la présence de cette zone humide. Donc aujourd'hui, il faut
faire avec ces zones humides. Ce sont nos meilleurs alliés, ce sont nos meilleures technologies naturelles qui nous permettent d'éviter les pires conséquences liées au changement climatique. Et voilà à quoi elle ressemble, cette belle zone humide sur le plateau de Beauregard. On continue sur le thème de l'eau et passons maintenant au niveau des glaciers. Alors cette photo splendide, c'est le glacier du Rhône cet été. Le glacier du Rhône qui est vraiment pas tout à fait en forme, comme vous le voyez. Aujourd'hui, on est en train d'exterminer les glaciers que nous avons dans nos montagnes. Et je vais vous donner un chiffre qui, moi, quand je l'ai entendu la première fois, m'a vraiment beaucoup choqué. Je pense qu'on aime tous voir nos montagnes enneigées et englacées ici dans les Alpes. On est vraiment sur une trajectoire de perdre la grande majorité des glaciers des Alpes d'ici la fin du siècle. Donc dans les prochaines décennies, si on reste sur notre trajectoire actuelle, on peut tout à fait voir la plupart de ces montagnes perdre complètement leurs glaciers. Avec des conséquences, bien sûr, sur les risques naturels que l'on voit déjà beaucoup aujourd'hui, en termes d'éboulement, d'écroulement, de glaciers carrément qui s'effondrent, mais aussi en termes des ressources en eau. Alors on cherche des solutions, et ça j'y reviendrai. Vous voyez qu'il y a des petites bâches blanches en aval du glacier, mais ça on en reparlera. Alors les glaciers, c'est très beau, c'est très sympa pour les glaciologues, mais à quoi ça nous sert ? Alors j'essaie de passer le slide. Les glaciers, un glacier comme le Rhône, pour revenir à ça, c'est considérable ce que ça nous amène au niveau tourisme et au niveau ressources en eau. Imaginez qu'il n'est pas tout seul, notre glacier du Rhône, mais évidemment, c'est la source du Rhône. Le long du Rhône, nous avons un tourisme extrêmement important, nous avons un bassin agricole crucial dans notre pays, nous avons des centrales nucléaires qui, pendant l'été, se font refroidir, notamment grâce à l'eau des glaciers comme le Rhône. Donc comprenez l'importance de ces glaciers. Et à nous de décider collectivement dans cette salle, est-ce qu'on veut voir les Alpes avec des glaciers ou sans glaciers ? C'est vraiment aujourd'hui que ça se décide. Alors, dans les Alpes, on a des beaux glaciers, mais il y a aussi des glaciers très importants un peu plus au nord. Et je voulais vous emmener ensuite là où je passe une bonne partie de l'année, dans l'Arctique. Alors, je vous emmène un petit peu loin, mais vous allez vite comprendre qu'en fait, tout ce qui se passe là-haut, au niveau du pôle Nord, nous influence directement chez nous, ici. Et en fait, un petit peu partout dans le monde. Vous voyez ici une vue de la planète depuis le pôle Nord. On n'a pas souvent l'occasion de le voir comme ça. L'Arctique, c'est avant tout un océan. Et sur cet océan, vous avez ce petit nuage là blanc. Ça, c'est de la banquise. Donc, c'est de la croûte de glace qui est présente en permanence sur l'océan glacial arctique. Moi, là où j'habite, c'est assez sympa. J'y étais pas plus tard que lundi de la semaine dernière. C'est juste là, sur ce petit archipel qui s'appelle le Spitzberg ou le Svalbard. C'est un endroit qui devient très touristique. J'ai entendu que c'était 30 000 visiteurs au terme d'Aix-les-Bains par an. Nous avons 80 000 touristes à peu près qui viennent sur ce petit archipel du Svalbard, principalement par les bateaux de croisière. Ce qui se passe là-haut est vraiment fascinant parce que c'est déjà un paysage qui a coupé le souffle. Le paysage du Svalbard, et c'est pour ça que 80 000 personnes viennent chaque année, c'est ça. C'est déjà de la banquise une bonne partie de l'année. C'est aussi une faune et une flore que l'on ne voit pratiquement nulle part ailleurs. Et là, vous avez nos voisins. Voilà, là où j'habite, il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Ce qui est très sympa en photo, en carte postale. Beaucoup moins cool quand on est sur le terrain avec des étudiants. Ce que l'on a aussi, c'est ça. Le Svalbard, aujourd'hui, c'est devenu l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Donc le Svalbard se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. C'est l'épicentre du changement climatique. Depuis les années 60, nous avons gagné 5 à 6 degrés Celsius. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là-bas, tout l'environnement, il est gelé. Tout l'environnement est glacé. Et donc, le moindre dixième de degré qui augmente, les conséquences sont considérables. Donc, ce qu'on voit au quotidien, c'est ça. Des glissements de terrain, des routes qui se font recouvrir, des pluies diluviennes en plein hiver. Parce que là aussi, l'air très sec se réchauffe et c'est plus humide. Et aussi, on a des avalanches qui nous tombent en pleine ville. Et là-haut, le changement climatique tue. Il tue directement. Donc, je peux vous assurer qu'au Svalbard, il n'y a pas un climato-sceptique pour discuter le fait que le changement climatique est en marche et qu'il faut agir extrêmement rapidement. Alors, pourquoi est-ce que le Svalbard se réchauffe aussi vite ? C'est à cause de ça. Ce que vous voyez ici, c'est la vie de la banquise sur l'océan glacial arctique. Donc vous voyez ce grand nuage blanc, donc cette croûte de glace présente sur l'océan glacial arctique. Pendant l'hiver, cette croûte de glace s'étend, elle prend un peu plus de place. Pendant l'été, c'est tout à fait naturel, elle se réduit en superficie. La banquise, mais c'est génial.
Heureusement qu'elle existe, la banquise. Pourquoi ? La banquise, en fait, c'est une surface blanche. C'est aussi simple que ça. Elle est blanche, elle est gigantesque. Et donc, elle renvoie le rayonnement solaire en direction de l'espace. Et bien ça, c'est trop bien. C'est notre climatiseur naturel. Ici, chez nous, on a la neige, on a les glaciers. Et ben, au nord, on a la banquise de l'Arctique. Ce que vous voyez ici, c'est particulièrement intéressant. Donc, c'est un time-lapse de la vie de la banquise sur ces 30 dernières années. Et vous voyez aussi différentes couleurs de banquise qui représentent les différents âges de la banquise. En fait, la banquise, plus elle traîne dans le bassin arctique, plus elle a le temps de vieillir. Et plus elle est vieille, plus elle est épaisse, cette banquise, plus elle agit super bien comme un miroir. Donc la vieille banquise en blanc, c'est notre meilleur allié pour un peu temporiser la quantité de chaleur que l'on reçoit du soleil. Le souci avec cette banquise, c'est qu'elle fond par les deux bouts. Elle est au contact avec un océan glacial arctique qui n'a jamais été aussi chaud. Elle est au contact avec de l'air où nous avons là aussi tout au nord des canicules en plein dans l'Arctique. Et regardez ce qui se passe. Autour des années 2010, c'est cataclysmique ce qu'on est en train de voir dans l'Arctique. La vieille banquise, celle qui est blanche, on est en train de l'atomiser. En 40 ans, on a perdu 40% de la superficie de la banquise en Arctique. Et donc avec ça, s'envole ce fameux miroir, ce fameux effet miroir, cet air conditionné que l'on a au niveau de l'Arctique grâce à la banquise. Et ça, tout ce qui se passe là-haut, à 4000 km de chez nous, on le ressent jusqu'ici en Europe, jusqu'ici en France, jusqu'ici à Aix-les-Bains. Tout est lié. Alors comment on l'explique ? C'est assez simple. En fait, ce qui se passe, c'est quand l'Arctique il est bien froid, bien gelé, bien glacé, surtout pendant l'hiver, on va avoir des écarts de température entre chez nous et l'Arctique très importants. Les écarts de température, c'est ce qui donne naissance au vent. Et donc, quand il fait froid dans l'Arctique, les vents entre chez nous et l'Arctique, ils sont tout droits. On appelle ça le Polar Jet Stream. Ils vont à fond, ils isolent l'Arctique du reste du monde. Le froid, il reste là-haut. Le chaud chez nous, tout va bien. Ce qui se passe, c'est que ces écarts de température sont en train de s'atomiser, évidemment, puisque l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'écart de température s'amenuise, et un peu comme une rivière qui commencerait à ralentir, les vents commencent à faire des méandres. Et ça nous connecte directement à l'Arctique. Ça veut dire qu'on peut avoir de temps en temps des vagues de chaleur qui remontent très très loin dans l'Arctique. Chez nous, ça va nous donner des dômes de chaleur, des périodes de canicule, voire des périodes de sécheresse. Et on peut avoir l'inverse aussi, c'est-à-dire des périodes de gel précoce, de gel tardif, des périodes où tout d'un coup on se dit il fait super froid en plein été. Ça, c'est directement lié à la fonte de l'Arctique. Et donc les conséquences chez nous, c'est ça. C'est principalement des phénomènes météorologiques extrêmes, des événements météorologiques extrêmes, c'est-à-dire des périodes très chaudes pendant des semaines entières, des périodes très sèches pendant des semaines entières, ou l'inverse, des événements de précipitations très forts et intenses. Et c'est ça qui détruit une économie, c'est ça qui coûte cher, c'est ça qui traumatise les touristes et les résidents. C'est vraiment ces phénomènes-là qui sont intimement liés au changement climatique et à la fonte de la glace. Ces photos, elles sont vraiment très touchantes. Pour continuer assez rapidement sur les autres types de glace que l'on a sur Terre, on a aussi de grandes calottes polaires. À gauche, vous avez le Groenland, à droite, l'Antarctique. Et ces calottes polaires, elles contiennent énormément de glace. Pour vous donner une petite idée, si le Groenland fondait, c'est 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers qu'on aurait partout sur la planète, en moyenne. L'Antarctique à droite, c'est 58 mètres d'élévation potentielle du niveau des mers. Et aujourd'hui, vous voyez sur ce petit time-lapse la perte de glace du Groenland et de l'Antarctique. Les deux sont en train de perdre des quantités considérables. On parle de centaines de milliards de tonnes de glace dans les océans chaque année. Et donc forcément, les conséquences, c'est ça. Ça, c'est un site internet qui est génial, je vous recommande vraiment d'y aller, c'est Climate Central. Ça s'appelle Surging Seas. Ça nous montre en rouge en fait les zones qui vont se retrouver les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, c'est assez mignon, je trouve, comme tournure. Je veux dire, des régions qui vont se retrouver complètement bouffées par la montée de l'océan. Et aujourd'hui, on sait que dans le meilleur des cas, on va prendre entre 40 cm et 1 mètre d'élévation du niveau des mers d'ici la fin du siècle. Mais plus on regarde ce qui se passe au niveau du Groenland, plus on regarde ce qui se passe au niveau de l'Antarctique, plus on comprend qu'en fait, on risque d'avoir plusieurs mètres d'élévation du niveau des mers, tout à fait possible d'ici la fin du siècle. Si on reste sur la trajectoire actuelle, et vous voyez en rouge ici, vous avez l'île de Ré. Voilà, à chaque fois, on me dit il faut parler de l'île de Ré en France. C'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Voilà les zones en rouge qui risquent d'être touchées.
Vous avez ici la Camargue, évidemment, voilà, c'est un peu cliché, mais avec 2 mètres d'élévation du niveau des mers. Et j'ai essayé de prendre un symbole du tourisme avec 3 mètres au niveau de Venise. Donc ça, voilà, c'est la réalité du changement climatique. Ça se prépare tout de suite. Ça se prépare maintenant, en septembre 2023. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Déjà, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça se passe ? Donc, comment on tacle le changement climatique ? Qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter au fait que plein d'activités vont se déplacer ? Alors, ça dépend de nous. Tout ce que je viens de vous montrer ne dépend que de nous. Ça va dépendre de nos émissions de gaz à effet de serre, donc de notre utilisation d'énergie fossile. Et là, je vous montre un petit spaghetti, un petit graphe tout simple. C'est le résultat d'un carottage qui a été fait en Antarctique il y a quelques années et qui nous montre sur 800 000 ans l'évolution des concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Donc voilà, je vous apprends rien, le CO2 a toujours changé de façon naturelle. Quand il était haut, il faisait plutôt chaud, quand il était bas, il faisait plutôt froid, c'était une période glaciaire. Je vous ai mis quelques remarques, apparition des premiers humains, début de l'ère pré-industrielle, et voilà où on en est aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup se montrer ce graphe parce que tout le monde est au courant de ça, mais c'est toujours important de mettre les choses en perspective. Et aujourd'hui, on sait que ça fait 3 millions d'années qu'on n'a pas eu autant de CO2 dans l'atmosphère. Donc en gros, ça dépend que de nous. Tout ce qui se passe en ce moment ne dépend que de nous aujourd'hui. Alors, pour arriver doucement vers la conclusion, aujourd'hui, on peut être très tenté de tomber dans des fausses bonnes solutions. J'ai bien compris que vous êtes ici pour travailler, il y a plein de sujets passionnants à mettre en place, travailler sur des solutions concrètes, efficaces. On peut très vite tomber dans ce qu'on appelle la maladaptation. Voilà, c'est un terme que le GIEC a sorti lors de son dernier rapport. Et pour nous, ce qu'on appelle la maladaptation, quand on regarde au niveau des glaciers, c'est notamment poser des bâches blanches sur les glaciers, sur la neige. Alors ça marche ultra bien, c'est indiscutable. J'étais à Glacier 3000 il y a quelques semaines. Ça évite des mètres et des mètres de fonte de la neige, de fonte de la glace. Le problème, c'est qu'encore trop de ces bâches sont faites de plastique et ces bâches se dégradent sous le rayonnement UV très fort en haute montagne. Et donc, voilà, on comprend tous que les microplastiques, c'est pas super glop dans l'écosystème. Ça répartit vraiment des quantités de microplastiques absolument stratosphériques dans l'écosystème. On parle aussi de techniques de géo-ingénierie qui pourraient viser à bloquer une partie du rayonnement solaire. Alors, ça va peut-être vous faire rire doucement, mais c'est tout à fait le cas. Les États-Unis, l'Inde, ce sont des pays qui sont en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut continuer à brûler des énergies fossiles, mais ce qu'on peut peut-être contrôler, c'est balancer des particules dans la stratosphère, qu'on ait un petit peu moins de soleil sur Terre, comme ça, ça va se tasser et il ne fera pas trop chaud. Donc faites super gaffe, en fait, par rapport à toutes ces fausses bonnes solutions de maladaptation au changement climatique, parce qu'on risque très vite d'être tenté d'appuyer sur un bouton pour essayer de stabiliser tout ça, alors que les conséquences négatives risquent vraiment d'être très fortes sur les écosystèmes et ensuite sur nous. Alors pour terminer, je voulais vous montrer un graphe que tout le monde ici dans cette salle devrait connaître. C'est vraiment le pire graphe, je préfère vous prévenir. Sur la gauche, vous avez toute une liste d'écosystèmes. Vous avez le Groenland en haut à gauche, l'ouest de l'Antarctique, les récifs tropicaux, le permafrost, la banquise. Voilà, vous pouvez choisir votre écosystème préféré. Et ensuite, sur la droite, vous avez des seuils de température, 0, 2, 4, 6, 8, 10 degrés Celsius. Et vous avez ces petites boules rouges qui vous montrent là où nous pensons, nous les scientifiques, que le point de bascule de ces écosystèmes se trouve. Ce qu'on appelle les tipping points. Plus la science avance, plus on se rend compte qu'en fait, le point de bascule de ces écosystèmes est beaucoup plus proche qu'on le pensait, notamment pour le Groenland. Regardez la première ligne, la petite boule rouge, elle est autour des 1,5 degrés. Donc aujourd'hui, vous avez tous conscience de l'accord de Paris des 2 degrés et éviter de dépasser les 2 degrés. En fait, plus le temps avance, plus on se rend compte que ces 2 degrés, pour les glaciers, pour les récifs tropicaux, c'est beaucoup trop haut. Donc aujourd'hui, il faut bien avoir conscience de ça. Ce ne sera pas du tout la fin de l'humanité si on franchit ces écosystèmes. Mais alors, ça va bien être la lutte. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand vous pensez que le Groenland, c'est 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Et la petite barre rouge, c'est vers la direction qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Plus 2,7, plus 3 degrés. Ça, cette petite barre rouge, c'est notre objectif qu'on va atteindre si nous arrivons à réaliser les plans d'action climat des pays dans le monde. Vous vous rendez compte, ça c'est pas si on fait rien. C'est si aujourd'hui on suit les stratégies qui sont en place par les pays aujourd'hui. Alors cette petite barre rouge, ce qui est génial, c'est qu'elle n'a pas à rester là. C'est pas du tout inexorable qu'elle reste autour des 3 degrés.
Mais ça va dépendre que de nous. C'est pour ça que les plans climat sont sans arrêt remis à jour, et heureusement, et qu'on pousse sans arrêt les pays à être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus courageux dans leurs objectifs climatiques. Donc à nous de faire en sorte que cette petite barre rouge, on la shift sur la gauche. Pour terminer, je sais que vous n'allez certainement pas retenir tous les chiffres que je viens de vous montrer, ça c'est clair, même moi j'ai du mal à les retenir. Mais ce qu'on va retenir, je pense, tous et toutes de ces quelques jours d'université d'été, c'est ce que l'on ressent par rapport à ces sujets-là. Je pense qu'il ne faut pas oublier de parler des émotions par rapport au sujet du climat, et surtout quand on est scientifique, c'est quelque chose qu'on met souvent de côté. Et je voulais vous partager un petit poème, alors que je montre à chacune de mes interventions, mais c'est un poème en fait qui nous fait vraiment poser la question, qu'est-ce que les générations futures vont penser de nous à ce moment-là ? Il n'y a aucun doute sur le fait que les générations futures se souviendront de nous et nous jugeront basés sur les décisions que nous prenons tous ensemble aujourd'hui. Donc ce poème, c'est un poème qui est traduit de l'anglais, donc ça ne rime pas, je suis vraiment désolée. Mais c'est un poème qui m'obsède et j'y pense vraiment tous les jours. Alors il commence comme ça. Il est 3h23 du matin et je suis réveillée. Mes arrière-petits-enfants ne me laissent pas dormir. Dans mon rêve, mes arrière-petits-enfants me demandent « Qu'as-tu fait pendant que la planète était saccagée ? Qu'as-tu fait quand la Terre s'effondrait ? T'as sûrement fait quelque chose quand les saisons ont commencé à s'en mêler. Quand les mammifères, les reptiles et les oiseaux disparaissaient tous. Est-ce que vous êtes descendus dans les rues pour protester quand la démocratie était violée ? Qu'avez-vous fait une fois que vous saviez ? Et bien c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. On a vraiment, vraiment besoin de passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, il y a tout un tas de choses que l'on ne peut pas négocier. Le Groenland à 1,5 degré, ça ne se négocie pas. La fonte de la neige, ça ne se négocie pas. L'importance de la ressource en eau, ça ne se négocie pas aujourd'hui. L'avenir de l'humanité ne se négocie pas non plus. Aujourd'hui, c'est vraiment à nous de prendre nos responsabilités, mais de le faire en comprenant qu'on n'y arrivera pas tout seul. Nous, les scientifiques, on n'y arrive pas pour l'instant. Et je vous remercie encore une fois pour l'invitation parce qu'on n'y arrive pas à faire passer ces messages-là. On a besoin de vous. On a besoin de tout le monde pour arriver à faire la différence. Je pense qu'on a tous envie que les futures générations puissent continuer à avoir des paysages comme ça. Moi, je n'arrive pas du tout à concevoir des Alpes sans glaciers. Moi, mon arrière-grand-mère, elle marchait sur la mer de glace, vous vous rendez compte ? Et j'ai envie que les générations futures, que nos enfants et leurs enfants puissent aussi pouvoir tomber amoureux des paysages comme ça. Alors, 2 petits tips pour terminer. Le premier, c'est ça. Vous le connaissez, le fameux triangle de l'inaction qui nous bloque toutes et tous. On est tous à se pointer du doigt. Et bien, au bout d'un moment, bim, ce triangle de l'inaction, il faut qu'il devienne le triangle de l'action. Entre les élus, le gouvernement, le business, le secteur privé et les citoyens. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'on a besoin de tous de surmonter les manches et de travailler ensemble. Ce n'est pas en se pointant du doigt que les choses vont avancer. Donc je suis sûre que les élus comprennent ça, qu'on a besoin de tout le monde dans la commune pour pouvoir faire la différence. Et bien sûr que le tourisme fait pleinement partie de ça. Le tourisme fait encore plus partie de la solution parce que c'est une plateforme d'éducation. C'est une plateforme de sensibilisation extraordinaire. Et je vous avoue que c'est mon dernier slide, je vous le confirme. C'est une citation de Baba Dioum. Baba Dioum, c'est un ingénieur sénégalais extraordinaire qui est encore vivant aujourd'hui. Et il a écrit cette phrase qui est magnifique. On protège ce que l'on aime, on aime ce que l'on comprend, et on comprend ce qui nous a été enseigné. Et bien, j'espère que cette citation de Baba Dioum, vous allez bien la garder tout au fond de votre cœur, et que vous allez ensuite mettre tout ça en place pour non seulement sensibiliser, mais agir face au changement climatique et faire en sorte de préserver des ressources sur Terre qui ne sont pas négociables. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Oui, on a un petit temps d'échange maintenant, même si on a le cœur serré quand même, le cœur serré de voir ce qui est en train de se passer. Alors c'est vrai qu'avec ton métier et de vivre, assieds-toi après cette demi-heure, de vivre, comment tu vis, tu disais à la fin, enfin émotionnellement avec tout ça? Ouais, je vous cache pas que j'ai passé un week-end assez difficile le week-end dernier. J'étudie des glaciers que l'on trouve aussi en Colombie. C'est des petits glaciers tropicaux. Il y a un glaciologue en Colombie qui va voir les glaciers une fois par mois. Et donc, entre chaque visite, il ne sait pas en fait ce que ces glaciers deviennent. Et là, le glacier qu'on étudie avec lui n'était plus là. Il n'était plus là dimanche. Il n'y avait plus de glacier, quoi. Et ben voilà, c'est pas facile. C'est sûr, c'est pas facile. Mais en même temps, nous qui avons les deux pieds sur les glaciers, on prend vraiment le pouls du climat. Et ben franchement, je reste pas très longtemps à cette étape de tristesse et de deuil en quelque sorte, parce que ce glacier-là, il ne reviendra pas. En fait, je passe assez rapidement à l'étape rage et à l'étape mais qu'est-ce qu'on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Et en commençant par nous, en fait, les scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre niveau, à notre échelle, pour éviter que d'autres glaciers se retrouvent comme ça ? Et ça, c'est la clé, en fait. On n'a pas besoin que tout le monde parte courir en forêt amazonienne, arrêter la déforestation, quoique ça pourrait peut-être marcher. Mais on a vraiment besoin que tout le monde commence là où on est, à son échelle, avec ses moyens. Et la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui disait « La planète, elle commence ici ». Et je trouve que c'est magnifique. La planète commence ici. C'est l'action commence vraiment à notre échelle. Et donc voilà, essayer de passer à l'étape très vite du qu'est-ce qu'on peut mettre en place, c'est important. Quitter cette forme d'éco-anxiété, effectivement, pour se mettre en mouvement. Alors Clémentine, est-ce qu'il y a des réactions sur Spark Up ? Bon, tu es dans le noir, mais on te devine avec tes cheveux roses. Ça y est, je suis là, t'inquiète. Merci Heidi d'avoir fait pleurer tout le monde avec ce joli poème. Il y a quelques petites réactions. Une première question d'un inconnu, un certain monsieur Guillaume C. Quelles sont les projections aujourd'hui de fonte des calottes glaciaires d'ici 2030-2050 avec l'accélération dont tu as parlé ces dernières années ? Est-ce qu'on a un peu une idée des projections aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous éclairer ? Merci pour les commentaires, ils sont super. Et merci Guillaume C pour cette question. Là, il y a une étude scientifique qui est sortie la semaine dernière qui en fait déjà remet en cause le graphe que je viens de vous montrer. Ce qui est assez fou, hein, c'est vraiment notre science est en train d'avancer très vite. Et qui nous montre que pour l'ouest de l'Antarctique, qui contient assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 4 à 5 mètres, en fait, le point de bascule risque d'être déjà franchi. Donc, en fait, pour nous, le plus important, c'est vraiment cette notion de point de bascule. Ce qui va arriver, si on franchit le point de bascule du Groenland et de l'ouest de l'Antarctique, c'est qu'on ne pourra plus arrêter leur déstabilisation. On ne se prendra pas 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers d'un coup. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, ça prendra certainement des siècles. Mais ça veut dire qu'on se les tapera, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc pour nous, on est en train de se rendre compte, plus notre science avance, en fait, que ces calottes polaires, elles sont beaucoup, beaucoup plus sensibles au changement climatique qu'on le pensait. Et là, ce qui se passe en Antarctique cette semaine est vraiment cataclysmique, parce qu'il n'y a jamais eu si peu de banquise en Antarctique, alors qu'on est vraiment à la période de l'année où il devrait y en avoir beaucoup. Et donc, ce qui se passe en Antarctique, c'est que les pourtours de la calotte polaire sont en train de se faire bouffer, en fait, par le manque de la banquise et par le réchauffement de l'océan. Donc, je ne peux pas te donner des chiffres très précis, 2030, 2050, 2100, mais il n'y a aucun doute que notre quotidien va être dicté par comment le Groenland et comment l'Antarctique réagissent au changement climatique. Et les comportements du Groenland et de l'Antarctique ne dépendent que de nous. Donc voilà, c'est un mariage pour le meilleur et pour le pire. Des petits messages que je qualifierais positifs. Il ne faut pas parler de transition, agir en mode rupture, vive la révolution. Comme d'hab, si je ne peux pas lire toutes les questions, vous mettez des petits cœurs sur celles que vous préférez que je lise. Une question sur comment protéger les glaciers. Est-ce que des filets pour les protéger, ce serait efficace ? Ou est-ce qu'on retombe un peu dans les travers de ce que tu expliquais avec les bâches ? On déplace un problème avec le microplastique ? C'est une super question. Je pense que
on cherche tous des solutions. Quoi, je comprends mais complètement pourquoi une station de ski met des bâches sur un glacier. Pourquoi il y a des bâches blanches sur la mer de glace, pourquoi il y a des bâches blanches sur le glacier du Rhône. On cherche des solutions. Les bâches blanches, voilà, microplastique, c'est pas topissime. Il y a aussi des filets, c'est vraiment une très bonne question. Les filets, en fait, peuvent arrêter la neige, faire en sorte que la neige reste au même endroit. Voilà, ça peut avoir un impact, bien sûr, ça peut ralentir un tout petit peu ce qui est en train de se passer. Mais là, quand on voit, on est à la fin de l'été, et là, on a une bonne idée à peu près du bilan des glaciers des Alpes à la fin de l'été. Généralement, on dit que la situation, elle est au-delà de l'extrême et du catastrophique quand les glaciers ont perdu 2% de leur volume. Cette année, on est autour certainement des 5%. Voilà. Donc, oui, les filets, pourquoi pas ? Testons et regardons si ça a un impact négatif sur l'environnement, mais ça ne sauvera pas les glaciers. Et il n'y a pas de baguette magique pour sauver les glaciers, se sauver nous-mêmes et sauver nos ressources en eau. Il faut vraiment tacler ces énergies fossiles. Et donc, Poupou, voilà, Poupou qui nous parle du monde réel. Bah, Poupou, le monde réel, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi qu'il y a 2 milliards de personnes sur Terre qui ont besoin de l'eau des glaciers. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre qui ont besoin d'eau. C'est ça, être réaliste aujourd'hui. Est-ce qu'une des solutions, parce que là j'ai vu que par exemple les tortues, c'était en Nouvelle-Calédonie, ont un statut juridique, il y a des rivières en Nouvelle-Zélande qui ont un statut juridique, ce qui fait qu'on peut les défendre. Enfin, est-ce que tu penses qu'un statut juridique pour des glaciers serait une solution ? Alors ça, ils le font en Colombie, ils sont en train de le mettre en place, ouais, ce qui est vraiment génial. Alors là, c'est sûr qu'ils vont les perdre, leurs glaciers par contre, mais en fait ça permet aussi de protéger l'environnement, le nouvel environnement qui naît lorsque les glaciers disparaissent. Là, il y a eu un glaciologue local, je vais en parler, Jean-Baptiste Bosson. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est formidable. Il vient de sortir une étude qui nous montre que tous les espaces qui commencent à être dégagés, désenglacés, ne sont pas protégés. Et donc, leur donner un statut juridique serait super important pour qu'ils aient du poids, justement, lors de ces grosses négociations internationales. Et là, on voit qu'un outil d'action, c'est aussi de porter plainte, de monter des gouvernements, de les mettre devant la justice. Ça peut peser complètement dans la balance. Ouais, ça, c'est une très bonne idée. Il s'appelle Monsieur Bosson, le glaciologue. Jean-Baptiste Bosson, c'est dingue, hein. C'est écrit, entre lui et moi, on a tous les deux des noms qui nous raccrochent à la montagne. Ça se bouscule dans le chat, alors je vais procéder un peu par ordre de like. 33 cœur love sur les questions de Guillaume. Ne faudrait-il pas avoir un outil économique pour valoriser ces puits de carbone, ces zones humides, pour éviter les projets capitalistiques sur la nature ? Mais tout est là. Tout est là. Ça, c'est un outil de dingue. On sait que la comptabilité est un outil extraordinaire pour arrêter de comprendre qu'un arbre coupé a plus de valeur qu'un arbre vivant, quoi. Et ben, une zone humide, je pense que si on arrivait, nous, et c'est un argument qui marche très bien pour les élus, pour le business, à montrer la valeur économique d'une zone humide, eh ben, c'est inestimable, une zone humide aujourd'hui. 1 tonne de glacier, c'est inestimable. Et il faut arriver à mettre en place ces outils économiques pour montrer qu'on ne peut pas se débarrasser d'une zone humide en 2023. Une fois, on m'avait dit, mais Heidi, donc j'ai bien compris l'histoire de la ZAD à la CLUSA. Donc, ça veut dire que les zones humides, il ne faut pas les construire sur les retenues collinaires, il ne faut pas les construire sur les zones humides, mais on peut les mettre à côté. J'étais, oh là là, en fait, il faut vraiment qu'on passe un cap. Et donc, Guillaume, super, merci tout le monde d'avoir mis des petits cœurs, parce que ça, c'est vraiment une solution ultra importante. Il faut faire du lobbying pour ça. Ouais. Est-ce que la solution, elle ne serait pas dans la conduite du changement ? Et est-ce que tu as des astuces pour essayer d'accélérer ce changement autour de nous, professionnels ? Pour moi, vous allez dire que c'est très bateau comme solution, mais c'est encore une fois l'éducation. En fait, quand on a des équipes, il faut vraiment que tout le monde, tous nos collaborateurs et collaboratrices passent par ces formations au climat. Bien sûr, la fresque du climat, c'est super, mais on parlait de la CEC, on parlait de moments de rencontre comme ça. C'est vraiment des moments où on se forme une base de connaissances absolument formidable. Et j'ai été ravie d'entendre que maintenant, il y a 30 heures de formation aux enjeux du climat, de la biodiversité, aux enjeux socio-économiques liés au climat pour les étudiants. Donc ça, vraiment bien joué. Mais certes, c'est très bien de le faire au niveau des étudiants. C'est aussi très bien de le faire pour toutes celles et ceux comme vous dans cette salle qui sont déjà en place. Et donc pour moi, l'éducation, bam, quand on fait une révolution de l'éducation sur ces sujets-là, parce que si on ne comprend pas à quel point on est au pied du mur, pourquoi est-ce qu'on aura envie de bouger, quoi ? Ouais. Sophie se demande que penser des nouveaux aménagements de la mer de glace. Est-ce qu'on est dans le grand déni ou dans une opportunité de sensibilisation du grand public ?
Bah ouais, ça c'est la question principale qui est liée au tourisme. Dans l'article, on se pose exactement la même question. On peut former 80 000 personnes aux enjeux du changement climatique au Svalbard, mais les conséquences sur l'environnement sont vraiment très fortes. Pour la mer de glace, voilà, c'est un sujet très très touchy. Il n'y a aucun doute sur le fait que la mer de glace, là où il y a la nouvelle infrastructure, n'a pas beaucoup de temps devant elle. Donc, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que l'empreinte carbone et l'empreinte sur l'environnement de ces nouvelles infrastructures toutes bétonnées en valaient la chandelle? Alors, et si on utilise cette nouvelle infrastructure pour sensibiliser, en fait, celle qui est déjà en place, elle sensibilise déjà très bien. Je ne sais pas si vous vous êtes tapé les 520 marches d'escalier cette année pour aller à la mer de glace, pour rejoindre l'altitude du glacier, mais voilà, ça c'est assez indiscutable. Je pense que tout le monde se souvient de son mal de jambes quand il fallait remonter pour choper le téléphérique. Donc, moi, je ne suis pas convaincue qu'on avait besoin de déplacer cette infrastructure, mais je suis convaincue par contre sur le fait que la mer de glace aujourd'hui et tous les petits panneaux qui sont installés le long des escaliers et le glaciarium, ce sont des outils de sensibilisation extraordinaires. Et aussi, n'oublions pas que la Compagnie du Mont Blanc installe un ou une scientifique tous les jours pendant l'été pour parler aux 1 million de visiteurs, je crois, qui vont au Montanvert. Donc ça, c'est des super initiatives. Mais voilà, est-ce qu'on a besoin d'installer des nouvelles infrastructures sur un glacier qui a un cancer en phase terminale? Je pense qu'on peut le débattre, oui, c'est sûr. Quid des interdictions? On évoquait hier l'interdiction réglementaire de fumer dans plusieurs espaces publics, notamment pour une raison de santé publique. Est-ce qu'il ne faudrait pas introduire des contraintes, des interdictions comportementales envers l'environnement pour les mêmes raisons? Je pense qu'on le fait déjà, oui, avec les déchets, notamment, c'est pas super, voilà, de jeter ces déchets par terre. En fait, de plus en plus, oui, on va aller vers la contrainte, parce que assez rapidement, on commence à chercher des coupables. Assez rapidement, un gouvernement, comme le gouvernement français, a dû payer, c'était quoi, 500 millions d'euros l'année dernière, parce qu'il n'avait pas complètement rempli ses objectifs en termes d'installation d'énergie renouvelable sur son territoire. Donc très vite, en fait, on va mettre en place des contraintes, on va mettre en place des réglementations qui sont beaucoup plus strictes par rapport à ça. Voilà, c'est pas ultra kiffant exactement comme stratégie. Moi, je préfère croire dans la bienveillance de chacun de nous, mais ça ne suffit pas. Donc oui, je pense que ça fera partie du panel d'outils qui vont très très vite se développer, à toutes les échelles, je pense. Il y a quelqu'un qui nous demande si justement cette bienveillance, elle ne suffit pas. N'y a-t-il finalement que la désobéissance et la lutte violente, quitte à choquer Pouyanné et Darmanin, qui nous donneront un peu d'espoir? Ouais, alors je vais commencer par dire que je ne suis pas du tout pour les actions violentes, bien sûr, mais il y a un super bouquin là-dessus qui s'appelle How to blow up a pipeline ou How to destroy a pipeline, comment saboter un pipeline en français, qui évoque justement le fait que parfois, pour obtenir le droit de vote, parfois, pour qu'il y ait plus d'égalité entre hommes et femmes, il y a eu des actions violentes qui sont mises en place. Et dans certains cas, voilà, ça a marché. Je suis convaincue qu'il faut descendre dans la rue. Ça, voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on utilise notre voix. Parce que les lobbies, ils utilisent très bien leur voix, quoi. Moi, on est en train de préparer la COP28, là, je vous raconte pas, qui a lieu à Dubaï début décembre, donc ça va être formidable. Alors eux, les lobbies, ils n'hésitent pas du tout à utiliser leur voix, à faire une sorte de désobéissance au niveau des gouvernements. Donc qu'est-ce qu'on attend au bout d'un moment? Et voilà, allons dans la rue, utilisons notre voix de façon non violente et essayons de faire en sorte que l'on montre que la masse veut vraiment que les choses changent. Donc oui, là, il faut vraiment passer la vitesse supérieure en termes de mobilisation de tout le monde. Ouais. On me dit dans l'oreillette que j'ai encore le droit à 2 questions max. Alors une première, que doit-on arrêter tout de suite dans notre quotidien pour mettre un stop au changement climatique? Est-ce qu'il y a 2-3 exemples concrets? Alors soit à titre perso, nous en tant que citoyens, soit en tant que pro. Est-ce que tu as 2 conseils? Alors, j'ai plein de pistes. En fait, bien sûr, tout dépend de ses moyens, de sa zone d'influence, etc. Je pense qu'une des premières choses à faire, c'est d'utiliser justement ce cercle d'influence pour faire changer les choses. Donc, je vais m'expliquer. Commencer par sa famille, commencer par son entreprise, commencer par ses employés, commencer par sa commune. Et par où commencer exactement? Ça peut être la mise en place de systèmes d'éducation pour que tout le monde dans son entreprise, dans sa commune, puisse y passer. Au niveau de son ménage, une chose que j'ai envie de dire, c'est d'arrêter de donner trop d'argent aux énergies fossiles.
Voilà, en termes de l'énergie qu'on utilise, en termes de l'isolation de son appartement, de son bâtiment, en termes de la nourriture que l'on mange, des vêtements qu'on achète, de ses moyens de transport. Et c'est très bateau ce que je vous dis, mais arrêtons de faire des cadeaux aux énergies fossiles aujourd'hui. Et enfin, le dernier truc que je dis souvent, c'est voter, quoi. Alors, je sais très bien, c'est pas super sexy non plus, mais quand j'exprime l'importance de voter, c'est aussi l'importance de beaucoup plus participer à la vie politique. Donc, c'est-à-dire aller discuter avec vos conseillers municipaux, dans vos clubs de sport, dans vos associations, dans votre entreprise, votez pour des personnes qui vous représentent, qui s'intéressent au sujet du climat. Les jeunes, les éco-délégués, ça c'est génial. Donc on a plein d'opportunités de voter au quotidien et de participer à la vie politique des différentes infrastructures auxquelles on participe. Donc encore une fois, il faut s'exprimer, il faut voter. On te fera des screenshots parce qu'il y a des commentaires assez rigolos. Ne t'inquiète pas, Heidi, on fera des glaciers dans le métaverse. Mais je finis par une dernière question qui, je pense, nous taraude tous. Et sinon, comment arrives-tu à cultiver du bonheur au quotidien malgré tout? Parce que tu arrives avec un énorme sourire et une pêche d'enfer. Comment tu fais? C'est tout simple. Je vais te dire, là en ce moment, là je suis en France quelques mois pour faire que des interventions. Et donc la semaine dernière, j'étais à Saint-Nazaire, Airbus Total, les chantiers de l'Atlantique. Ensuite, j'étais au-dessus d'Évian, Pays d'Évian, Vallée d'Abondance. Et je te raconte pas les pirates que nous avons dans ces agglomérations, dans ces communautés de communes, des moteurs mais incroyables. Et je peux vous assurer qu'ils essayent et qu'ils y arrivent. Alors, pas à la vitesse encore pour l'instant à laquelle on a besoin, mais il faut vraiment comprendre que c'est en train de partir de partout, que ces victoires et ces petites victoires, il faut vraiment les célébrer. Et donc, moi, j'ai l'impression de faire le tour de France des pirates de l'action climatique. Et alors ça me donne plein d'énergie pour continuer, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ce qui nous fait plaisir sur ces 2 jours. Soyez des pirates. Où on se motive. Merci pour la réponse à toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.